Salut à tous et bienvenue sur Full Attack pour une vidéo exceptionnelle. Je reviens de l'Epic Enduro, un événement hors norme. Certains disent que c'est la course d'enduro VTT la plus dure au monde et je dois bien dire que je suis assez d'accord avec ça. Quelque chose me dit que ça en fait à la fois fantasmer et trembler plus d'un parmi nous, n'est-ce pas? C'est typiquement le genre d'expérience hors du commun dont on saisit réellement toute la portée une fois seulement qu'on y est et qu'on l'a fait. Du coup, ça vaut bien un sujet complet sur ce qu'est l'Epic Enduro en vrai. Une vidéo à la fois récit et mode d'emploi de la course en quelque sorte. À quoi s'attendre, comment la préparer, les bonnes astuces, comment ça se déroule, l'Epic Enduro. En vrai, c'est sur Full Attack. Alors, l'Epic Enduro, c'est quoi? Déjà, faut bien saisir l'endroit pour bien saisir l'Epic. Depuis ses débuts, ça se déroule au printemps, à Pâques à peu près, dans les montagnes du Carroux, dans le Haut-Languedoc, à l'ouest de Montpellier, au nord de Béziers. On est sur les terres de Théo Galli, pilote de Coupe du Monde d'enduro, de sa famille, de son club, bref, de là où il a appris à faire du VTT comme il sait en faire aujourd'hui. Pour bien situer l'endroit, vous avez une montagne, au nord, le Carroux, qui fait la démarcation entre le maquis méditerranéen au sud et les Causses, les hauts plateaux, au nord. À son pied, deux rivières qui se rejoignent, l'Orbe et le Jor, pour couler vers le sud, direction de la mer. C'est important parce que ça dessine trois massifs qui ont chacun leurs caractéristiques. Le Carroux, 1000 mètres de dénivelé, des voies romaines pavées et des restants qu'à perte de vue. Le Naudèche, 600 mètres de dénivelé et ses roches brunes. Et le Pin, un peu moins haut, mais un peu plus rocailleux encore, avec des rochers bien ancrés surtout. Dans tous les cas, ne comptez pas sur une promenade de santé. Ici, les chemins sont exigeants, techniques et engagés à souhait. C'est du niveau de Coupe du Monde. Il y a même des passages un peu mythiques qui ont posé des problèmes aux tout meilleurs mondiaux quand la Coupe du Monde d'enduro a fait étape il y a quelques années à Olaré. C'est clairement le genre d'endroit dont même les tout meilleurs peuvent revenir avec l'impression de ne pas savoir faire de vélo. Ayez bien ça à l'esprit et ne prenez pas ça à la légère. Ça fait une part non négligeable de la difficulté de l'Epic Enduro. Vous êtes prévenus. Et bien c'est là que chaque année, l'Epic Enduro pioche les meilleures traces pour composer son parcours. Sur le papier, c'est une course d'enduro VTT d'une journée. Il y a une grosse dizaine de spéciales, réparties sur un parcours d'une grosse centaine de kilomètres et qui cumulent 5000 mètres de dénivelé à faire entièrement à la pédale. Donc, à la difficulté du terrain, on ajoute la difficulté de la quantité et de la durée. On part pas pour 2 petites heures de vélo. Vu comme ça, déjà, si vous êtes un peu bon en maths, vous saisissez que pour boucler cette distance et se déniveler en une seule journée, ça veut dire qu'on part tôt et qu'on finit tard. Donc le départ est aux alentours de 4h30, 5h du matin. Et comme on est au printemps, juste après le changement d'heure, les 2 premières heures et demie se font de nuit. Il y a plusieurs vagues, donc plusieurs horaires de départ, mais dans tous les cas, comptez faire au moins la première liaison et la première spéciale de nuit, voire les 2 premières si vous partez tôt et que vous roulez vite. Plus en détail, le parcours est composé de 3 boucles à faire dans l'ordre, entre 3 et 4 spéciales, entre 1500 et 1800 mètres de dénivelé et autour de 35 km par boucle. Sur le papier, certains disent que c'est un peu comme faire l'équivalent de 3 courses d'enduro en une seule fois. Et ça peut vite tourner autour de 4 à 5 heures par boucle au bas mot. L'Epic Enduro, c'est une course d'enduro. Donc à la fin, le classement se fait en cumulant les temps des spéciales. Au départ, on part tous ensemble, par vague, mais ensuite, l'ordre des horaires de départ en spécial est libre. Enfin presque. Sur l'Epic, il y a surtout les fameuses portes horaires. Il y a 1 heure avant laquelle il faut finir la première boucle pour avoir le droit de continuer et donc de s'attaquer à la deuxième. Et pareil pour rester en course pour la troisième. Et en plus de ça, peut y avoir des portes horaires intermédiaires dans les boucles. Dans tous les cas, ces portes horaires, il faut les passer à temps pour rester en course. Et c'est ce qui fait assez justement dire à certains que l'Epic, c'est un peu un mix entre une course d'enduro et un raid. Parce que pour finir, certaines portes horaires sont pas forcément faciles à tenir et il faut en avoir sous la pédale pour boucler la course. On n'est pas aussi large qu'il y paraît. On ne peut pas prendre un quart d'heure de pause au départ et à l'arrivée de chaque run à la cool, sinon c'est mort. Faut tenir un rythme et être un minimum organisé et préparé. C'est un peu ça toute la difficulté de l'Epic Enduro.
Tiens, bah justement, la transition est toute trouvée pour parler de la préparation de l'épique. Vous l'avez compris, une telle course, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Ok, c'est bien beau à dire, mais comment ça se prépare? Vaste, très vaste sujet. Physiquement, techniquement, mentalement, matériellement et logistiquement, si je devais résumer les 5 piliers de l'épique. On peut donc les prendre un par un et retracer ce que la préparation de l'épique implique. Pour bien faire les choses, déjà, il faut s'y prendre à l'avance. Physiquement, c'est bien d'avoir une base et c'est même indispensable. Mais en la matière, le talent fait pas tout. Il y a des qualités à développer et forcément, ça prend du temps. Dans sa com, l'organisation suggère un plan d'entraînement pour préparer les pics. Cette année, il portait sur 10 semaines. À mon sens, c'est le strict, mais alors strict minimum. Pour moi, 3 4 mois plus en amont, c'est quand même plus safe. Ok, mais on fait quoi de ces longues semaines de préparation? Physiquement, je vais pas vous faire un plan d'entraînement complet, c'est pas mon job et c'est propre à chacun en fonction de son profil. Par contre, je vais quand même vous donner quelques bonnes pistes, les bons repères. Si on prend les zones d'intensité d'effort comme repère, il faut compter rouler à I2 début I3 en liaison et I3 début I4 en spécial. Si on précise un peu ça, ça veut dire qu'il faut travailler l'endurance de base, celle qui nous permet de tenir longtemps à petit rythme I2 et de brûler des graisses, et le seuil, le rythme tout juste sous lequel on est bien, alors qu'au-delà, on a des douleurs qui apparaissent et compliquent le pilotage. Vous savez, c'est même ça qui peut déclencher les crampes à la longue. Et en parallèle de ça, je peux que vous conseiller de travailler le gainage pour bien se tenir entre tous les chaînes qui sont vraiment serrés et les étirements posturaux pour se tenir le plus longtemps possible, le plus naturellement possible sur le vélo pendant ces longues heures de l'épique enduro. Voilà, j'irai pas plus loin parce que la suite, en matière d'entraînement physique, dépend de chacun de vous, de vos qualités, de vos profils, de vos habitudes, etc. etc. Mais déjà, I2, I3 en liaison et I3, I4 en spécial, bah, c'est des premiers bons repères. Bon, mais vous allez me dire qu'on ne fait pas tous la même distance ou le même dénivelé à ces intensités et que ça ne nous garantit pas de finir les pics enduro. Et vous avez raison. Donc c'est là qu'on peut préciser un peu comment aborder les pics enduro. Quelques semaines avant la course, l'organisation rend les parcours des boucles publics. La carte, les distances, les dénivelés, les pentes et les caméras embarquées des spéciales. Et une quinzaine de jours avant la course, les portes horaires sont confirmées. Ça, c'est très précieux parce que ça permet de dresser un plan de course. Pour chaque liaison, on a à disposition la distance, le dénivelé et les pentes pour savoir si ça passe à la pédale et ou en poussant, voire en portage. Et pour chaque spéciale, on a une idée du temps qu'elle prend. On peut donc dresser un tableau qui permet d'anticiper un petit peu les choses. À l'entraînement, au bout d'un moment, vous allez finir par savoir quelle vitesse moyenne et quel dénivelé à l'heure vous êtes capable de tenir à I2, I3 en pédalant sur les pentes moyennes de 6, 8, 10% ou en poussant quand la pente est au-delà des 15% environ. Rétrospectivement, cette approche, ça me permet aussi de vous donner quelques repères utiles. Exemple, sur l'épique, pour être bien, faut savoir tenir un rythme de 400 mètres de dénivelé par heure ou plus, en incluant le fait de faire des pauses et de faire les spéciales. Et en dessous de 350 mètres par heure, cherchez pas, ça passe plus. Alors, faites un essai sur 3 4 heures d'enduro où vous laissez le GPS tourner en permanence et vous aurez déjà une idée de ce que ça représente et ou ce dont vous êtes capable. Et à partir de là, vous aurez des pistes pour savoir quel aspect améliorer chez vous à l'entraînement. Dans tous les cas, cette année, par exemple, cette approche m'a permis de me rendre compte que la première boucle était hyper copieuse et qu'il faudrait que je la fasse un petit peu plus vite que ce que j'aurais aimé ou ce à quoi je suis habitué. Et que les deux portes horaires intermédiaires, au milieu de la boucle 2 et au milieu de la boucle 3, étaient finalement les plus serrées. Ça m'a aussi permis d'écrire, derrière ma plaque, les différents horaires de passage à suivre pour être bien. Et j'avais en tête les vitesses moyennes et temps impartis pour faire chaque liaison. Tout ça, ça permet de savoir où on en est, de gérer, de pas s'enflammer ou au contraire de mettre un coup de collier quand il le faut et qu'on le peut pour rester en course. Au passage, ça permet de glisser un peu sur la préparation matérielle de l'épique. C'est plein de petits détails, mais par exemple, avoir ces repères de rythme, de vitesse, de dénivelé, de temps de passage, c'est bien, mais ça suggère de régler l'affichage de son GPS ou de sa montre pour avoir les bonnes infos au bon endroit, facilement accessible sous les yeux. Ça paraît bête, mais pour les pics, perso, j'ai un peu changé mes affichages par rapport à d'habitude où je roule pas forcément avec des portes horaires en tête ou des rythmes vraiment particuliers à respecter.
Alors, je viens de vous parler du GPS de la montre qui permet de suivre vos efforts. On a fait un dossier spécifique sur Full Attack dans l'hiver et on a aussi parlé du capteur de puissance qui a tout son intérêt sur les pics enduro. Dans les deux cas, je vous invite à regarder ces articles et ces vidéos pour en savoir un petit peu plus. Moi, je vais vous parler du reste, notamment du choix du vélo et de ses équipements. Et là, une fois de plus, vaste, mais alors très vaste sujet. Dans l'absolu, faudrait avoir un vélo hyper léger et à très bon rendement en liaison pour couvrir la distance, genre ce que proposent les down country du moment ou les trails en 120-130 mm, et un vélo hyper performant en spécial, genre ce que propose un vélo d'enduro race en 160-170 mm, pour signer les temps qui comptent au classement, parce que ça reste une course d'enduro. Sauf que ce vélo miracle, moi perso, ça fait 20 ans que je fais des compétitions et que je fais des essais, bah, il n'existe pas. On a à peu près trois solutions. Privilégier un petit vélo pour couvrir la distance, mais souffrir en spécial. Un gros vélo qu'on va traîner toute la journée, mais qui va faire le job dans les chronos. Ou tenter un compromis quelque part entre les deux. D'ailleurs, sur l'Epic, j'ai vu de tout en matière de vélo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Epic Enduro, c'est et ça doit rester une course d'enduro. Et que croyez-moi, en spécial, par moment, c'est vraiment niveau Coupe du Monde. C'est technique, c'est engagé, c'est pentu, c'est défoncé et ça brasse énormément. Donc à choisir, 150-160 mm de débattement, les All Mountain modernes, ceux qui ont les specs de vélo d'enduro d'il y a 5 ans et pédalent bien, à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux pour les pics, ou en tout cas, c'est la base. Exemple, cette année, j'y suis allé avec le Commensal Meta V5, qu'on a passé à l'essai 150 mm à l'arrière, 160 mm à l'avant, un vélo très stable, très posé, très sain, confortable, qu'on peut laisser rouler sans crainte. J'ai choisi de monter une RockShox Zub en 38 mm pour être sûr d'où mettre la roue avant à chaque instant et pas me faire surprendre. J'ai choisi des roues qui s'accordaient bien avec le caractère du châssis, même caractère à se faire oublier et rendre les choses faciles. Et en plus, elles pédalent bien sans être inconfortables à la longue. Dessus, j'ai mis des pneus à carcasse renforcée, 1,2 kg du pneu. C'est plutôt lourd, compte tenu de la distance à couvrir, mais vraiment, le terrain est très exigeant par moment. Et de ce point de vue, mauvais pneus et crevaison à répétition, mais c'est l'abandon assuré sur les pics. La météo était incertaine, donc des profils très polyvalents, le Hillbilly passe partout à l'avant et le Taki-chan roule sacrément bien à l'arrière. Bon, au final, passer les deux premières spéciales, c'était plus sec que prévu, le temps a changé, ça s'est levé, donc ça serait passé avec des pneus plus roulants, mais c'est le jeu, fallait faire un choix, et j'étais bien content par contre dans la première spéciale, dans le brouillard, dans la boue et dans le noir, avec mon Hillbilly devant. Côté frein, j'ai joué la carte des freins qui plantent et qui doivent durer dans le temps avec les SRAM Maven que j'ai à laisser actuellement et dont je vous ai aussi parlé. Côté transmission, j'ai opté pour un plateau de 30 dents. Alors, je l'ai monté parce que ces derniers temps, j'utilise le chariot de selle Anomaly Switchgrade qui permet d'incliner la selle vers l'avant dans les montées. Et comme ça permet de pédaler un petit peu plus longtemps et dans des pentes un petit peu plus ardues, le petit plateau, ça aide. Et j'ai aussi le capteur de puissance, et ça aussi, c'est une bonne chose sur les pics, ça aide vraiment à gérer l'effort. Bref, tous ces composants font ou feront l'objet d'autres articles et essais sur Full Attack, tôt ou tard, on s'égare un petit peu. Revenons à l'Epic Enduro plus spécifiquement. Il y a un autre aspect du matos qu'il ne faut pas négliger, c'est l'éclairage. Je vous l'ai dit, les 2 premières heures dans la nuit noire, ça fait tout drôle. Déjà, à la montée, on perçoit absolument pas la pente et l'effort comme en plein jour. Donc assurez-vous de pouvoir consulter votre montre GPS dans le noir pour garder un œil sur le rythme auquel vous êtes parti. Ensuite, j'ai vérifié, c'est pas obligatoire dans le règlement, mais à mon sens, ça pourrait l'être. Partez avec 2 éclairages. D'abord, pour une question de sécurité, si vous en avez un qui lâche en pleine spéciale, vous serez bien contente d'avoir le deuxième pour pas vous satelliser dans le noir. Ensuite, parce que 2 éclairages, ça permet de faire des jeux de lumière intéressants. Un sur le vélo et un sur le casque, par exemple. Je sais que certains aiment tout mettre ou avoir le plus puissant sur le casque pour éclairer un maximum là où ils regardent. C'est une solution intéressante, je comprends, mais je lui trouve 2 inconvénients. Le premier, c'est le poids de l'ensemble. Il faut voir si votre casque tient bien sur la tête, en spécial quand ça brasse, avec tout ce poids en plus. Et puis, j'ai noté qu'avec un fort éclairage sur le casque, on perçoit plus le relief du terrain, tout devient très plat visuellement, même quand c'est défoncé.
Alors, je sais qu'à l'inverse, certains n'aiment pas les jeux d'ombre qu'un gros éclairage au guidon peut provoquer, mais pour moi, le relief que ça fait ressortir est une info importante pour piloter. Donc perso, j'ai fait des essais et j'ai retenu un gros éclairage sur le guidon, qui donne le relief du terrain et la majorité de l'éclairage nécessaire, et un petit sur le casque qui permet de voir où je vais dans les virages serrés quand le vélo et le guidon n'ont pas fini de tourner. Faire des essais permet de tester et régler l'orientation des éclairages pour qu'ils n'éclairent ni trop près, on a besoin de voir loin pour aller vite, ni trop loin, parce que à ce jeu-là, des fois, la puissance se perd et on y voit plus. Surtout que là, cette année, sur les pics, avec la brume qu'il y avait au départ, bah, ça faisait... C'était blanc. Bon, et dans tous les cas, comptez un petit moment et quelques risants pour prendre le temps de fixer la plaque au guidon, avec les éclairages et le GPS, parce que ça paraît rien, mais pour que tout tienne proprement bien en place et qu'il n'y ait rien qui interfère ou qui gêne l'un ou l'autre, eh ben, ça mérite de s'appliquer et de prendre le temps de bien faire les choses la veille de la course sans se mettre le stress. Bien, 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 on commence à avoir parlé de pas mal de choses à propos de cet épique enduro. Il y a encore quelque chose d'hyper important qu'on n'a pas évoqué, c'est l'alimentation. On ne parle pas de la petite sortie d'1 heure et demie qu'on peut faire sans rien manger là. Il va falloir manger quoi qu'il arrive. Bon bah là aussi, les entraînements qui précèdent les pics peuvent et doivent vous servir à vous organiser de ce côté-là. Déjà, si vous utilisez un cardio, un GPS, etc., il y a des chances pour qu'il vous donne une idée des calories que vous consommez pendant une sortie. Donc, si vous faites un essai en roulant au rythme que vous espérez tenir pendant les pics, eh ben, ça vous donnera des valeurs intéressantes. Vous aurez une idée de l'apport dont vous avez besoin. Sachant que ces calories, elles nous viennent de deux sources, les glucides, les sucres, et les lipides, les graisses, qu'on brûle plus ou moins les uns les autres en fonction de l'intensité et de la durée de l'effort, et en sachant aussi que les lipides, ben, c'est les réserves de gras qu'on a. Donc grosso modo, c'est l'apport de glucides qui se vide en 2, 3, 4 heures d'effort qu'il va falloir chercher à compenser, sachant qu'on n'est pas tous égaux en la matière. Bref, comment on fait? Eh ben, c'est ce qu'on boit et c'est ce qu'on mange qui peut faire le job. Une boisson énergétique, d'une part, et des aliments, de l'autre. Là encore, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on tombe dans du cas par cas, ça dépend des organismes, des besoins, des goûts et des habitudes de chacun. Mais dans tous les cas, sachez que ça se quantifie et que ça se prépare à l'avance. Perso, j'ai validé la boisson et les aliments que j'ai retenus et le rythme auquel boire et manger plusieurs semaines avant les pics, à l'entraînement, pour m'assurer que ça passait bien et que j'avais les apports qu'il fallait, que je faisais pas une hypo au bout de 2-3 heures ou qu'à l'inverse, que j'arrivais à avaler les trucs et que je m'en dégoûtais pas au bout de 4-5 heures. Et du coup, ça m'a permis d'identifier que bah, 2 gorgées toutes les 10 minutes et une bouchée de quelque chose toutes les 20-30 minutes en fonction du moment et des sensations, avec un peu d'eau plate ou de boisson et différents aliments à varier au cours du temps, eh ben, c'était le bon plan. Alors perso, je me suis aussi préparé 2 sandwichs avec du pain fait maison, des farines complètes, pour marquer les pauses entre chaque boucle. C'est les sandwichs que j'entamais en revenant à la voiture au paddock. Puis si j'avais pas le temps de finir le sandwich, bah, je l'embarquais dans la poche et puis je le finissais dans la première liaison, histoire de... Ça permet de varier un petit peu les plaisirs, de marquer une différence. Pas rester dans une routine qui, à la longue, sur plus d'une dizaine d'heures de vélo, est un petit peu usante. Tiens, dans tous les cas, en parlant de la pause au paddock, ben, faut penser que elle peut pas durer longtemps. Donc, faut être organisé, avoir sa checklist et préparer à l'avance de quoi re-remplir les poches. Franchement, ça fait gagner du temps. Perso, habituellement, je suis adepte des ceintures ou des cuissards à poche et de la gourde sur le vélo pour éviter d'avoir quelque chose sur le dos. Mais sur les pics, il faut être autonome pour son ravitaillement et sa boisson dans chaque boucle. Donc, un sac avec une poche à eau, bah, ça s'impose un peu. Alors, j'ai glissé de la boisson énergétique dans la poche et de l'eau plate dans la gourde ou l'inverse en fonction des envies. Et le ravitaillement, je l'avais dans les poches frontales du sac. Ça aussi, j'ai tout testé à l'avance, à l'entraînement, pour m'assurer d'avoir le nécessaire sous la main, le moment venu, et que tout trouve sa place quelque part sans que je le perde en route. Moi perso, j'ai pris des notes de tout ça pour ne rien oublier le jour J et les jours qui précèdent au moment de tout préparer. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez aussi vous préparer des tenues différentes si vous en avez, pour vous changer entre deux boucles. Ça, plus le sandwich, checker les pressions des pneus, refaire le plein de ravitaillement et vous poser quelques instants, ben, ça participe à faire passer la pilule et à repartir avec un état d'esprit un petit peu plus frais dans la boucle d'après. Parce que justement, au-delà du plan de course et du fait de passer les portes horaires à temps, couvrir une telle distance, ça s'improvise pas non plus. D'abord, mentalement, il y a tout ce qui est projection, savoir à quoi s'attendre.
Parmi les infos dont on peut disposer et qui nous proviennent de l'organisation, vient forcément la question des reconnaissances. 11 spéciales, plus de 100 bornes et 5000 mètres de dénivelé positif, on reconnaît quoi? La question se pose quand même. Moi, je vous dirais forcément plutôt les spéciales. Les liaisons, on s'en fait une idée avec la carte. Et puis, si vous faites les pics plusieurs fois, vous aurez une idée aussi, vous vous souviendrez, vous aurez une expérience de ah oui, Saint-Martin-du-Froid, les éoliennes pour monter, ok, le Nodège, c'est roulant, ok, mais pour une première expérience, ça passe, il n'y a rien de dinguissime. Il y a des endroits où on pousse, où c'est pentu, etc. Mais je veux dire, de là, reconnaître les liaisons. Par contre, en spécial, il y a des trucs qui peuvent mériter le coup d'œil. Alors, c'est bon à savoir déjà, Vélo Carou, au départ de la station-service de Mons-la-Triviale, propose des navettes tous les dimanches et sur réservation. Ça peut vous permettre de reconnaître à l'avance les spéciales, ou du moins certaines. Est-ce que c'est véritablement nécessaire? Là encore, ça dépend de vous, de votre niveau et de votre ambition sur les pics. À mon sens, pour la plupart de ceux qui jouent la gagne ou un bon résultat, reconnaître, ça permet d'éviter toute hésitation, toujours qu'auto-temps. Pour les autres, disons qu'il y a certains passages qui méritent d'être reconnus ou au moins d'être identifiés pour savoir où mettre les roues et pas être pris au dépourvu le moment venu. Les dalles dans les trottinettes, la pente dans la mienne, les épingles et les marches dans Bardou, le départ et le toboggan, le goulet dans les crêtes, la pente dans Mézeille, toute la fin des écoliers. Quoi qu'il en soit, ça mérite tout ça d'être identifié, de savoir situer quand ça arrive en spécial pour pas être surpris. À ce sujet, le brief de Théo Galli est souvent bien fait et peut faire office de roadbook intéressant. Pour le reste, si vous avez saisi la notion de transition dont on a aussi déjà parlé sur Full Attack, faites-vous plaisir à éplucher chaque caméra embarquée et à les identifier. Quoi qu'il en soit, tout ça, justement, c'est fait pour fluidifier un maximum le moment venu, le jour de la course, que les choses vous viennent le plus naturellement dans le feu de l'action. Et tout ça, malgré la fatigue. Parce que face à l'ampleur de la tâche, l'épique enduro, ça nécessite aussi un minimum de stratégie mentale. Regardez un peu ce qui se fait du côté de l'ultra trail et vous verrez que c'est un sujet qui compte dans la performance. Or, au final, sur l'épique, l'idée que les trois boucles, c'est un peu comme trois courses d'enduro mises bout à bout l'une après l'autre, ça peut avoir son utilité. Ça permet d'abord de ne pas être tétanisé face à l'ampleur de la tâche. Ça ramène ça à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. 35 km, 1500, 1600 de D+, et 3-4 spéciales, ça paraît plus abordable. Alors, il ne s'agit pas de se mentir non plus, ou de se berner, mais juste de découper les choses, de prendre les épreuves les unes après les autres, et de se fixer des objectifs intermédiaires. Et quand on se consacre à l'un après l'autre, il y a un petit peu ce côté récompense au fur et à mesure. Ah, mon JP, On y est. on est là. Putain, ouais, on y est, là. C'est pas juste de boucler, c'est pas juste de finir. D'ailleurs, si vous finissez pas, c'est pas un drame. Vous verrez qu'avec une approche comme ça, une étape l'une après l'autre, vous sortirez de toute façon de la journée en étant content de ce que vous aurez accompli et en ayant pris plaisir à chaque fois, à chaque étape intermédiaire. Ça, c'est super important. Alors, c'est l'essentiel sur une épreuve pareille. Prendre les choses les unes après les autres, c'est un peu l'impression et l'enseignement qu'un épique peut donner une fois qu'on est dedans. Il y a bien sûr l'excitation du départ, le côté surréel de la nuit et le côté copieux de la première boucle. Mais finalement, le jour est levé et la météo peut même avoir tourné quand on prend le départ de la deuxième boucle, qui prend même souvent place sur un autre versant, sur un autre massif, sur celui d'en face. Et là, c'est une autre course qui commence. La fraîcheur du départ a disparu, la fatigue s'est installée, on gère différemment. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, sur les pics, on alterne d'un massif à l'autre avec chacun sa propre nature. Sur le Nodèche, les liaisons se font sur des larges DFCI très roulants, mais avec la pente parfois très prononcée, un peu comme en montagne, sur 500-600 mètres de dénivelé. Dans le Carou, en face, on part souvent pour 1000 mètres de positif d'une traite. Sur de la petite route goudronnée au départ, puis sur des pistes hyper raides et des bouts de sentiers bâtis après. Donc quand on change de boucle, c'est un peu une nouvelle course qui commence. Perso, cette année, franchement, c'est la première boucle qui m'a mis dedans. Et c'est la deuxième qui m'a relancé dans le carreau. Alors que la fois d'avant, c'était la deuxième boucle qui m'avait mis chiffon. Et puis cette année, la pluie, la brume au départ des premières spéciales, dans la nuit, ça en a vraiment surpris plus d'un. C'était surréel, vraiment. D'autant que juste après ça, le temps s'est mis à changer et qu'il s'est mis à faire chaud et assez humide
très tôt dans la journée. Ça aussi, pouah, quand il faut boire, gérer tout ça, c'était pas évident. Puis quoi qu'il arrive, pour partir à 4 heures du matin, vous allez vous lever à 3 heures. Et franchement, à moins que ce soit dans vos habitudes, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Et débuter une journée de vélo si tôt, quoi qu'il arrive, ça a un impact sur la manière de percevoir et d'encaisser les choses. Donc, vous verrez, le moment venu, c'est une sacrée expérience, ça aussi. Alors, je vais pas flinguer ce que je viens de partager comme astuces et conseils, approches, tout ça, en vous disant que de toute façon, chaque épique est différente, mais quelque part, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête au moment d'aborder une course aussi folle. Ça s'improvise pas, dans le sens où ça peut et ça doit se préparer, mais sur une telle durée, imaginez que tout peut être réglé comme du papier à musique, c'est aussi très utopiste. Les meilleurs musiciens savent suivre la partition et faire un solo ou une belle impro quand les circonstances s'y prêtent. Bah là, sur les pics, c'est surtout quand les circonstances l'imposent un peu. Quoi qu'il arrive, même pour les meilleurs, dites-vous, sur une telle durée, que sur une telle course, la difficulté vient toujours à vous. Et que c'est la manière avec laquelle vous allez savoir l'encaisser, la gérer, la surmonter qui va faire que vous irez au bout. Dans tous les cas, c'est une sacrée expérience. Voilà, j'espère qu'au fil de ces quelques longues minutes de vidéo, j'aurai glissé suffisamment de détails intéressants pour que vous y trouviez l'inspiration pour les plus fous ou la sagesse pour les plus raisonnables d'entre vous. En tout cas, merci de votre attention et j'espère que vous aurez trouvé plein d'infos utiles pour saisir ce qu'est vraiment cette course folle hors norme qu'est l'Epic Enduro. À une prochaine sur Full Attack. Ciao ciao.